Partie 11 de l'art de vivre. La lucidité contre l'illusion. La lucidité n'est pas une disposition morale ni une qualité rare réservée à quelques sages, c'est une compétence cognitive, c'est-à-dire une manière particulière d'utiliser l'esprit. Elle n'a rien à voir avec le courage héroïque ou la froide rationalité. Elle se manifeste plutôt comme une précision de regard, une attention disciplinée portée sur le réel avant toute interprétation. Être lucide, c'est s'efforcer de voir le monde tel qu'il est, avant d'y projeter ce que l'on aimerait y voir. Cette compétence repose sur une fonction fondamentale du cerveau, la perception. Or, la perception n'est jamais neutre. Elle est toujours un compromis entre ce que le monde offre et ce que notre système nerveux peut traiter. Les neurosciences ont montré que le cerveau filtre environ 99% des informations sensorielles disponibles à chaque instant. Il ne garde que ce qui semble pertinent pour l'action. Sans cette sélection drastique, la conscience serait submergée par le flux d'informations. Ce filtrage a donc une fonction de survie, il simplifie le réel pour nous permettre d'agir rapidement. Mais cette simplification se transforme parfois en déformation. Le cerveau, pour aller vite, remplit les vides, complète les zones floues, interprète les intentions d'autrui, imagine des liens de cause à effet qui n'existent pas toujours. Dans la vie quotidienne, cette tendance passe inaperçue. Elle nous permet de comprendre le monde sans analyser chaque détail. Pourtant, c'est là que se niche la racine de l'illusion. Car plus nous confondons ces reconstructions internes avec la réalité elle-même, plus notre rapport au monde se brouille. La lucidité consiste précisément à garder cette distinction en mémoire, ce que je perçois n'est pas ce qui est, mais une version retravaillée par mon esprit. Cette idée est confirmée par les recherches sur la théorie prédictive du cerveau. Selon cette approche, le cerveau ne se contente pas d'enregistrer la réalité, il la prédit en permanence. Il construit des modèles internes à partir de l'expérience passée, puis compare ses prévisions aux signaux sensoriels qu'il reçoit. Ce que nous appelons voir ou comprendre est en réalité un ajustement continu entre hypothèse et observation. La lucidité n'élimine pas ce mécanisme, elle en prend conscience. Elle consiste à savoir que nous voyons toujours à travers une carte mentale, et que cette carte peut être inexacte. C'est pourquoi la lucidité n'est pas spontanée. L'être humain ne cherche pas naturellement la vérité, il cherche la cohérence et la sécurité. Une idée qui rassure est souvent préférée à une réalité qui dérange. Ce biais a une racine biologique, le cerveau limbique, responsable des émotions, réagit fortement à l'incertitude. L'amygdale, en particulier, s'active dès qu'une situation paraît ambiguë. Or, l'incertitude est l'état normal du monde. Pour calmer cette tension, le cortex invente parfois une explication, il comble le vide du savoir par une fiction. Ce réflexe explique pourquoi les superstitions, les croyances simplificatrices ou les idéologies se propagent si facilement, elles apaisent la peur de l'inconnu. L'évolution a sélectionné cette tendance parce qu'elle procure un avantage immédiat, agir sans hésiter. Celui qui doute trop longtemps risque de ne pas survivre. Mais dans nos sociétés modernes, où le danger physique a diminué, cette fonction protectrice devient souvent contre-productive. Le même mécanisme qui nous sauvait autrefois peut aujourd'hui entretenir l'aveuglement. La lucidité, dans ce contexte, devient un effort de rééducation mentale. Elle suppose de tolérer l'ambiguïté sans se précipiter sur une explication. Elle demande d'accepter que certaines questions restent ouvertes, que certaines émotions demeurent inconfortables. Elle se construit donc dans la lenteur et l'attention, rarement dans la réaction immédiate. Les psychologues parlent ici de métacognition, c'est-à-dire la capacité de penser sur sa propre pensée. Être lucide, c'est observer la manière dont on interprète, repérer ses automatismes de jugement, reconnaître ses émotions avant qu'elles ne colorent le regard. Cette compétence se renforce par l'entraînement, méditation, écriture introspective, psychothérapie ou simple habitude de questionner ses certitudes. Dans tous les cas, le processus est le même, introduire une distance entre la perception et la conclusion. Mais cette distance n'a de valeur que si elle reste vivante.
Trop de distance tue la sensibilité, trop peu engendre la confusion. La lucidité ne consiste donc pas à tout analyser froidement, mais à ressentir sans se laisser submerger. C'est une alliance subtile entre la clarté intellectuelle et la réceptivité émotionnelle. Le cerveau humain fonctionne d'ailleurs mieux dans cet équilibre. Les études d'imagerie montrent que la compréhension fine du réel s'accompagne d'une modulation harmonieuse entre le cortex préfrontal, raisonnement, et le système limbique, émotion. Quand l'un domine totalement l'autre, on tombe soit dans la rationalisation sèche, soit dans la réaction impulsive. Ce point d'équilibre est rare, mais accessible. Il s'acquiert par une forme de patience. Apprendre à suspendre le jugement quelques secondes, à écouter sans conclure, à ressentir sans se défendre, permet déjà d'élargir la conscience. La lucidité grandit dans ces interstices, les moments où l'on se surprend à dire peut-être, à reconnaître qu'on ne sait pas, à voir surgir en soi la tentation du mensonge et à la laisser passer sans y céder. Dans un monde saturé d'opinions, cette attitude devient presque révolutionnaire. Les réseaux sociaux, la publicité, les discours politiques ou spirituels exploitent le besoin de certitude. Ils proposent des récits simples, des causes uniques, des coupables désignés. Tout ce qui apaise l'incertitude attire. Pourtant, cette simplification du réel fragilise la pensée, elle crée des esprits rigides, peu capables de nuances. La lucidité, au contraire, accepte la complexité. Elle apprend à vivre avec la multiplicité des causes, avec les contradictions apparentes, avec les zones d'ombre qui ne se dissipent pas. C'est cette capacité qui distingue la connaissance vivante de la croyance fermée. L'une s'enrichit du doute, l'autre s'effondre dès qu'on la questionne. Et c'est pourquoi la lucidité, bien qu'exigeante, procure une forme singulière de paix, une paix fondée non sur la maîtrise, mais sur la clarté. Elle ne protège pas du chaos, mais elle évite de le confondre avec soi. À ce stade, comprendre la lucidité revient à comprendre le fonctionnement même du regard humain, un équilibre fragile entre perception, émotion et interprétation. L'esprit humain est un compteur infatigable. Chaque instant, chaque émotion, chaque souvenir s'organise dans un récit que la conscience tisse pour maintenir la continuité du moi. Ce récit n'est pas un mensonge, c'est une construction vitale. Il relie les fragments d'expérience, donne au temps une direction, à la vie un fil conducteur. Mais dans ce processus, quelque chose se perd, la fidélité au réel. Car un récit, pour être supportable, simplifie toujours. Il gomme les incohérences, atténue les dissonances, exagère les motifs rassurants. Et à mesure qu'il se répète, il devient croyance. Ces croyances, qu'elles soient personnelles ou collectives, forment le socle de notre identité. Elles rassurent, orientent, donnent le sentiment d'appartenance. Mais elles agissent aussi comme des filtres, elles sélectionnent les faits compatibles avec leur logique et rejettent ceux qui la contredisent. C'est ainsi que se construit la dissonance cognitive, un inconfort intérieur né du décalage entre nos convictions et les faits observés. Plutôt que de réviser nos croyances, nous préférons souvent les défendre. Le cerveau déploie alors une stratégie subtile, il recompose la réalité pour la rendre conforme à notre vision du monde. Les travaux du psychologue Léon Festinger, qui a formulé la théorie de la dissonance cognitive dans les années 1950, l'ont illustré de manière saisissante. Lorsque des personnes sont confrontées à des informations contredisant leurs convictions profondes, leur activité cérébrale augmente dans les zones liées à la justification plutôt qu'à l'apprentissage. En d'autres termes, elles ne cherchent pas à comprendre, mais à se protéger. Cette résistance n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme d'économie d'énergie. Admettre qu'on s'est trompé coûte cher au système nerveux, il faut reconstruire ses repères, réorganiser sa carte mentale du monde. Ainsi, l'illusion n'est pas une faute, c'est une stratégie de survie psychique. Elle permet de continuer à fonctionner malgré l'inconfort. Mais comme toute stratégie, elle a un prix, celui de la rigidité. Plus l'illusion s'installe, plus la flexibilité mentale s'amenuise. Le monde change, mais la représentation reste fixe.
Alors l'écart entre la réalité et le récit intérieur se creuse, et la tension augmente. On en perçoit les signes dans la vie quotidienne, un besoin de contrôle excessif, une intolérance à la contradiction, une irritabilité face à la nuance. La personne piégée dans sa propre fiction défend son cadre mental comme un territoire. Elle interprète la remise en question comme une attaque. Or, cette posture, en apparence protectrice, devient une source de souffrance chronique. Car ce n'est pas la réalité qui blesse, mais la résistance au réel. La lucidité, elle, repose sur une autre dynamique, non pas défendre une image, mais ajuster sans cesse la perception. Elle consiste à laisser le récit se réécrire à la lumière des faits, même lorsque cela bouscule l'ego. Ce processus demande une forme de courage tranquille, celui d'admettre ce qu'on ne veut pas voir, de regarder l'erreur comme une étape et non comme une faute. Les chercheurs en psychologie de la connaissance montrent que cette attitude améliore la capacité d'apprentissage et la résilience émotionnelle. Celui qui tolère la remise en question apprend plus vite et se remet plus facilement des échecs. Il ne s'agit donc pas de supprimer les récits, mais de les rendre souples. Un récit souple respire, il s'adapte à la nouveauté. Il ne cherche plus à tout expliquer, mais à accueillir ce qui échappe. La lucidité ne détruit pas l'histoire que nous nous racontons, elle la rend réversible. Elle permet de dire « je croyais cela hier, mais je vois autre chose aujourd'hui ». Cette phrase, simple en apparence, est l'une des plus difficiles à prononcer, elle demande d'abandonner l'orgueil de la cohérence pour retrouver la vérité du moment. Cette souplesse mentale n'est pas qu'une idée abstraite, elle a des fondements biologiques. Les études en neurosciences affectives montrent que la flexibilité cognitive s'appuie sur la plasticité neuronale, la capacité du cerveau à remodeler ses connexions selon l'expérience. Chaque fois qu'on accepte de revoir une certitude, de modifier une interprétation, de nuancer une émotion, le cerveau réorganise ses circuits. Les zones impliquées dans la mémoire, la prise de décision et la régulation émotionnelle collaborent pour intégrer la nouvelle donnée. Ce processus, répété, consolide la lucidité, le cerveau apprend à ne plus craindre l'inconfort du changement. Mais pour beaucoup, cette ouverture est difficile, car elle confronte à une forme de vide. Abandonner une illusion, c'est perdre un repère. Même fausse, une certitude rassure. Sans elle, la conscience se retrouve face à l'indétermination, ce que le philosophe Kierkegaard appelait le vertige de la liberté. Ce vertige peut être apaisé non par un retour à la fiction, mais par l'acceptation du mouvement, comprendre que la vie n'a pas besoin d'être figée pour être stable. La stabilité véritable vient de l'adaptation, non de la rigidité. L'être lucide n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait qu'il peut changer sans se perdre. Il n'a pas besoin de défendre son identité à tout prix, car il sait que l'identité n'est pas un bloc, mais une forme en devenir. Cette vision est plus exigeante, mais aussi plus libératrice. Elle transforme le rapport à soi, on cesse de se juger à travers la cohérence parfaite et l'on apprend à se voir à travers la capacité d'ajustement. Cette capacité s'étend aussi aux relations humaines. Combien de malentendus viennent du refus de réviser son point de vue? Dans un échange, chacun perçoit à travers son filtre, ses blessures, ses attentes, ses souvenirs. La lucidité relationnelle consiste à reconnaître cette relativité, à suspendre le réflexe de défense pour écouter vraiment. Elle transforme la communication en espace d'exploration plutôt qu'en champ de bataille. Là encore, la clarté n'implique pas la froideur, elle naît de l'attention. Être lucide dans ses relations, c'est aussi accepter que l'autre soit un mystère partiel, jamais totalement compréhensible. Cette humilité protège de la déception et de la projection. Elle permet d'aimer sans illusion, mais avec plus de justesse. Car ce n'est pas la fusion qui relie, mais la reconnaissance lucide de la différence. Ainsi, la lucidité ne se limite pas à un effort individuel, elle devient un art du lien. Elle désamorce les conflits inutiles, réduit la dramatisation et ouvre un espace de dialogue plus vrai.
Cette dimension collective est souvent oubliée, pourtant elle est essentielle. Un monde plus lucide n'est pas un monde désenchanté, mais un monde moins aveuglé. Lorsqu'on cesse de se raconter des histoires pour adoucir la réalité, quelque chose d'étonnant se produit, une clarté émerge. Ce n'est pas une clarté intellectuelle, mais une sensation physique presque palpable, comme si l'esprit respirait à nouveau. L'énergie utilisée jusque-là pour maintenir la fiction se libère. Le corps se détend, les pensées ralentissent, la perception devient plus fine. Ce que la psychologie appelle économie cognitive trouve ici une dimension concrète, moins d'énergie gaspillée à se protéger du réel, plus de disponibilité pour agir et comprendre. L'illusion, au contraire, crée une dette invisible. Chaque fois que l'on nie un fait, qu'on refoule une émotion ou qu'on se justifie contre l'évidence, une tension s'accumule. Cette tension peut se traduire en symptômes physiques, insomnie, douleurs diffuses, anxiété latente. Le système nerveux autonome, chargé de maintenir l'équilibre intérieur, se fatigue à gérer cette dissonance permanente. On croit se protéger du choc de la vérité, mais en réalité, on s'épuise à la fuir. La lucidité, même inconfortable au départ, agit donc comme une décompression. Elle permet au corps et à l'esprit de se réaligner autour de ce qui est. C'est pourquoi certaines thérapies modernes, comme les approches fondées sur la pleine conscience ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, font de la lucidité leur fondement. Elles ne cherchent pas à supprimer la souffrance, mais à cesser d'y ajouter le mensonge. Elles apprennent à observer les pensées comme des phénomènes mentaux et non comme des vérités. Cette distance libère, on découvre qu'on peut ressentir une émotion sans en être prisonnier, traverser une douleur sans s'y identifier. Ce détachement n'est pas indifférence, mais liberté. La lucidité devient alors une forme d'hygiène intérieure. Elle clarifie la perception comme on nettoie une vitre, non pour transformer le paysage, mais pour mieux le voir. Ce qui apparaissait flou, menaçant ou incompréhensible se nuance. Le réel cesse d'être un ennemi à combattre, il redevient un environnement à explorer. Cette réconciliation avec la réalité rend paradoxalement la vie plus légère. Non parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle n'est plus parasitée par le refus. Dans ce sens, la lucidité rejoint une sagesse universelle qu'on retrouve chez les stoïciens, les bouddhistes ou les penseurs humanistes modernes, accepter ce qui est hors de notre contrôle et concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Mais contrairement à la résignation, cette acceptation n'est pas un abandon, c'est un redéploiement de la force vitale. Le mental cesse de lutter contre l'impossible et retrouve la souplesse nécessaire pour créer, aimer, agir. Ce recentrage rend possible une forme d'équilibre que l'illusion empêche, celui d'une action lucide, enracinée dans la réalité plutôt que dans le déni. Les études sur la résilience cognitive montrent que ce type d'attitude réduit la rumination mentale et améliore la prise de décision. Quand l'esprit cesse de déformer les faits pour les rendre acceptables, il devient plus apte à évaluer les conséquences réelles des choix. L'individu lucide agit moins par impulsion ou par réaction émotionnelle, et davantage par discernement. Il gagne en cohérence interne, en stabilité émotionnelle, en efficacité tranquille. Ce gain de clarté est un gain d'énergie. Car la lucidité n'est pas une perte d'illusion, mais un gain de puissance. Elle n'enlève rien à la sensibilité, elle la rend durable. Les émotions cessent d'être des tempêtes à éviter, elles deviennent des signaux à écouter. Elles indiquent ce qui a besoin d'être ajusté plutôt que nié. La peur signale le danger, la colère l'injustice, la tristesse la perte, la joie l'accord avec le réel. Quand elles ne sont plus filtrées par le déni, ces émotions retrouvent leur fonction adaptative. Elles ne submergent plus, elles guident. La lucidité ne supprime pas la douleur, mais elle lui rend son sens. Cette clarté transforme aussi la relation à soi. Tant qu'on vit dans l'illusion, on oscille entre culpabilité et fuite. On se reproche de ne pas être à la hauteur de ses fictions. Mais en voyant les choses telles qu'elles sont, on cesse de se juger selon des critères imaginaires. On découvre une forme de douceur nouvelle, celle qui vient de la vérité.
Le regard se simplifie, le discours intérieur se pacifie. Ce n'est pas le bonheur spectaculaire, mais une paix plus profonde, un accord discret entre la pensée, l'émotion et l'action. La lucidité n'est donc pas une posture froide ni une morale du désenchantement. C'est une forme d'intelligence vivante, une conscience ajustée au réel. Elle ne retire pas la poésie du monde, elle la dégage du mensonge. Car la beauté, vue sans filtre, n'est pas moins belle, elle devient plus rare, plus vraie. Elle n'éblouit plus, elle éclaire. Et dans cet éclairage, le quotidien retrouve une densité perdue. Chaque geste, chaque rencontre, chaque silence prend une valeur nouvelle parce qu'il n'a plus besoin d'être travesti. Ceux qui ont traversé l'illusion savent qu'au bout du désenchantement se trouve une forme de joie calme. Une joie sans euphorie, mais durable, celle de ne plus fuir. C'est le commencement d'une force tranquille, celle de vivre sans mensonge. Et c'est dans cet espace libéré que peut naître une motivation plus stable, une énergie qui ne dépend plus des mirages mais du réel. Car la clarté ne suffit pas, une fois le voile levé, il faut apprendre à avancer. Comment retrouver le goût d'agir, le plaisir d'avancer sans s'illusionner à nouveau? C'est ce que nous explorerons dans la partie 12, en découvrant les fondements biologiques et psychologiques de la motivation.